Aurélie a 21 ans. Elle est apprentie comédienne à Paris. Elle rentre en train, pas loin de Fontainebleau, là où elle vit. 1 heure de trajet tous les soirs pour retrouver Grégory, dont elle partage la vie depuis 8 mois. 1 heure pour cogiter, pour s'angoisser sur ce que Grégory peut faire au même moment. Là, c'est juste un mini-message, le 4e de la journée. Avec Grégory, elle utilise son téléphone de façon intensive. Je le harcèle quand même, parce que des fois je peux faire 10 appels à la suite, quoi. Dès que je suis toute seule, dès que j'ai envie d'être avec lui, que je suis pas avec lui, je sais pas où il est, je sais pas ce qu'il fait. Ça trotte un peu dans la tête. Il me dit qu'il est à tel endroit et il n'est pas là, donc je me dis peut-être qu'il a rencontré quelqu'un dans la journée. Il sait que je suis jalouse, hein, il me le dit tout le temps, il fait « ouais, des fois t'es chiante à être jalouse parce qu'il n'y a pas de raison d'être jalouse ». Mais bon, je pense que je suis un peu comme toutes les filles, on aime bien savoir tout ce qui se passe, on aime bien contrôler. C'est surtout, je pense, la jalousie c'est plus du contrôle, savoir contrôler. Ce vendredi pour Aurélie, c'est soirée bowling à Montargis avec Grégory et leurs copains. Grégory, c'est lui. À 22 ans, il est pompier volontaire, du coup il est souvent absent de la maison, il doit même parfois dormir à la caserne. Alors Aurélie se méfie et le surveille. Et tout passe par le téléphone portable, le sien, mais aussi celui de Grégory. Donc comme il me dit, si j'envoie un message à une fille, je vais pas le garder, je vais l'effacer. Mais au moins je vois ce qu'il envoie, tu vois. Tu vois, quel pointé quand même. Bah déjà je regarde qui c'est, je retiens le numéro. Et après j'appelle. Non, j'ai jamais appelé. Mais j'avais gardé le numéro de son ex, au cas où, et je l'avais effacé dans son portable. Voilà. Ça vous arrive d'effacer des messages? Non, ça m'arrive pas d'effacer des messages, mais quand je vois un message, je vais le voir et je sais c'est quoi ça. Et on en discute. C'est pas totalement faux, c'est pas totalement faux. Surveiller son ami, elle s'en vante devant ses copains, mais comment réagit le principal intéressé? Quel effet ça vous fait de savoir qu'Aurélie fouille dans votre portable? Ah bon, je savais pas. On s'y fait. J'ai rien à cacher, mais bon. Il fouille dedans. Et elle me le cache. Genre, tu m'as déjà appris que tu l'avais fait. La dernière fois, tu sais, j'arrive, mon portable il est allumé, c'est l'écran de veille, il est allumé. Je fais ta fouille dans mon portable? Bah non, arrête, c'est encore allumé. L'attitude d'Aurélie n'est pas bien comprise par ses amis. C'est trop, elle est trop jalouse. Je dis pas ça méchamment. Pour moi, elle est trop possessive. Si je faisais rien, c'est que je me foutrais complètement, quoi. Mais il y a rien, il y a trop. Oh, et arrête de dire que c'est trop non plus. Il y a une fois où elle m'a appelé chez moi, enfin sur mon portable, et j'étais chez moi et elle voulait pas me croire. Et j'avais personne, enfin j'avais pas mes parents pour confirmer. En rigolant, je lui ai dit ouais, tu veux que je fasse aboyer ma chienne ou qu'elle fasse quelque chose, et elle voulait quoi, mais j'ai jamais réussi à faire aboyer le chien. Si Aurélie s'en tient au téléphone, d'autres jalouses ont d'autres techniques. Des méthodes plus radicales et plus sournoises. Nous sommes à Marseille. C'est ici, dans ce quartier populaire, que vit Geneviève, 32 ans, avec son mari et leurs 3 enfants. Assistante maternelle à temps partiel, elle est souvent à la maison. Elle aussi est jalouse. Il suffit de la retrouver à l'heure de la lessive pour en avoir confirmation. Je fouille ses poches, comme tous les jours quand je fais ma machine. Je suis à l'affût. Je fouille dans son portefeuille, dans son blouson, quand il change de veste. Un jour, quand je faisais la lessive, j'ai vu que sur une chemise blanche, qu'il avait une belle trace de rouge à lèvres rouge sur le col. Je lui ai fait la tête pendant 2 jours. Bon, quand on fait la bise, c'est sur les joues chez moi. Geneviève est mariée depuis 7 ans avec Jean-Michel. 7 ans qu'ils se surveillent mutuellement. Ainsi, au marché, tout est prétexte pour se taquiner. Premier exemple, devant l'étal des sous-vêtements. Et les reproches, Jean-Michel les cherche. C'est joli, non? Ah, mais tu es gonflé, toi. Pourquoi? Je regarde en attendant. Bon, je vais abréger, alors. Abrège. Pauvre dame, elle peut même pas s'acheter ses culottes. Madame fait ses emplettes, monsieur Matt. Et surveillez-le. Mais pour Geneviève et Jean-Michel, cette jalousie est en fait réciproque.
Lui exerce par exemple un contrôle sur ses achats vestimentaires. Les tenues un peu trop sexy sont à bannir de sa garde-robe. Dès que vous allez avoir avec ça, vous allez non. Ouais, mais par rapport aux autres. Vous avez des belles robes. Oui. Non, quand même, c'est trop excessif. Mais peut-être pour m'ennuyer, elle pourrait l'acheter. Non, je veux pas qu'elle m'ennuie, je surveille. Donc c'est psychologique. Même elle sait que je suis là, donc psychologiquement, son inconscient, il le pousse à dire non. C'est vrai qu'il me met la pression, les habits quand je vais acheter quelque chose. Pression psychologique, c'est important, c'est comme au travail. Donc il me donne son avis. Si c'est pas favorable, ben voilà, il me fait une crise, donc je vais laisser l'article. Voilà. Une méfiance réciproque de tous les instants. En fait, chacun est persuadé que l'autre pourrait succomber à la tentation, surtout dans un lieu public. Tu vois, il te regarde. Regarde, on regarde, hein. Voilà, paf, on regarde. Ça m'énerve. Hein, Je supporte pas comme on regarde, mais tu aimes bien regarder les autres. ouais. Hein? Ouais, oui et non. C'est un paradoxe, oui. hein. Ça m'énerve d'être face au mur. Je suis toujours face au mur, ça t'es toujours face aux gens. C'est vrai. Comment ça se fait? Je sais pas. C'est drôle, hein? C'est inconscient. Tu t'assois toujours avant moi. C'est mon subconscient. Qu'est-ce que tu regardes? Hein? Qu'est-ce que tu regardes? Bah les gens qui sont grands. Tu as toujours la tête tournée. Hein? Non. Oui. Pas non. Dans ce jeu de l'espionnage amoureux permanent, Geneviève ne manque pas de ressources. Tout est une affaire de détails et de calcul. Nouvel exemple. Parfois, ça m'arrive de mettre le kilométrage à 0 quand Jean-Michel prend la voiture pour voir s'il rentre directement à la maison, sachant qu'il y a 3 km et demi pour aller de la maison à la pizzeria. Voilà, pour voir s'il a fait un détour. La pizzeria, c'est celle que Jean-Michel a ouverte il y a 1 an. Pour Geneviève, c'est le lieu de tous les dangers. Et elle n'a pas tort. C'est vrai, ce qui énerve ma femme, c'est même si je suis là, eh ben je vois qui passe. Je sais pas, c'est fatalité, je crois. Ou un manque de chance. Juste quand je regarde, elle est belle. Et comme par hasard, Geneviève ne le laisse pas longtemps seul à la pizzeria. Elle le rejoint tous les soirs. Ok, pizza au chorizo. Tu veux vite y aller? Salut. Ça va? C'est bon, j'y vais? Ouais, ça va, chérie. Ben, je suis avec Jean-Michel pour voir un peu avec la clientèle féminine. C'est bon. Alors qu'est-ce qui se passe s'il y a une femme qui rentre? Ben, si une femme qui rentre, tout dépend si elle est jolie, si elle est moins jolie. Si elle est jolie. Si elle est jolie, bon, là on la sert comme une cliente normale, mais bon, il faut pas qu'elle s'attarde. Bonsoir. C'est vrai que Jean-Michel n'a pas les yeux dans sa poche. D'accord, ouais, pas de problème. C'est un séducteur et il en joue auprès de ses clientes. 8h30, pardon. Ce qui a le don d'énerver sa femme. Merci beaucoup. Allez, bonsoir. Il suffit qu'il y en ait une qui me sourit parce que, je sais pas, parce que c'est une voisine. Je sais pas, alors donc elle interprète d'une façon où bah attendez, je viens vous livrer, je ferme et je viens vous livrer, quoi. Hein, c'est ça. Et pas question pour le patron de rentrer trop tard. À 11h30, c'est clair qu'elle se demande, tu m'as trompé, tu es allé où? Tu es allé chez elle? Non. Elle va penser que je suis en train de la tromper, mais non. Je suis en train de travailler, donc je néglige pas le travail, mais le nettoyage, je ferai le lendemain. Bonsoir. Bonsoir. Et voilà. Bon appétit, bonne soirée. Merci, monsieur, au revoir. Dans leur vie de jaloux permanent, Geneviève et Jean-Michel s'offrent parfois des sorties en boîte. Un paradoxe, car ce lieu est l'endroit où le risque de succomber à la tentation est maximal. Mais comme par jeu, pour se faire peur, c'est là qu'ils viennent, en quelque sorte pour tester leur amour. C'est piment quand même, la jalousie. Dans le mariage, rien n'est acquis en fait. Je pense que la jalousie, ça entretient les relations amoureuses. Pour moi, c'est une unité de mesure sur la chaîne de l'amour. Si le jour je suis plus jaloux, c'est que forcément j'en ai rien à foutre. La surveillance mutuelle peut-elle vraiment être un moteur dans le couple? Est-on toujours naturellement jaloux de celui qu'on aime?
Réponse auprès des docteurs Pecot et Krottenberg. Ils sont psychiatres, ils ont étudié la jalousie. Pour eux, amour et jalousie ne font pas bon ménage. La jalousie, c'est finalement pas un signe d'amour de l'autre, contrairement à ce qu'on croit. Il faut de la confiance dans un couple. L'amour est basé sur la confiance de l'autre, en l'autre. Si on n'a pas confiance, où est l'amour? Quelque part, moi je pense que les jaloux n'aiment pas, quelque part. Ils possèdent, mais ils n'aiment pas. Ces psychiatres savent bien que la jalousie, quand elle atteint un certain degré, ne doit pas être prise à la légère. Je crois qu'il faut bien distinguer la jalousie comme sentiment, finalement, émotion qui existe universelle, qui existe depuis toujours et qui existe depuis que l'on est petit. Et du délire de jalousie qui fait partie des délires paranoïaques et qui sont des délires pathologiques. Qui se manifestent comment? Qui peuvent aller jusqu'à des choses assez graves, qui relèvent d'un délit, qui peuvent aller jusqu'au code pénal, qui peuvent aller jusqu'au meurtre. Mais ça peut passer aussi par simplement surveiller l'autre, faire des filatures, et surveiller le carnet de rendez-vous, et maintenir une pression comme ça insupportable sur l'autre. Les filatures, ce n'est pas que dans les films. Nous voici à Paris avec des professionnels. Veste à jean, pantalon velours et pain de parking. D'accord, merci madame. C'est bien lui. Pierre Audren, détective privé depuis 15 ans et spécialiste des filatures en tout genre. La filature de couple représente 15% de son activité. Accompagné d'une autre détective, il suit aujourd'hui un homme dont la femme est plus que méfiante. C'est la 4e filature qu'elle demande en 3 mois. Elle trouve suspectes les sorties de son mari. Contrairement à elle, lui ne travaille pas. Parce qu'il s'absente dans la journée comme ça, 1 heure ou 2, et il ne lui dit pas, en fait, quand il rentre, il ne lui dit pas ce qu'il fait. Il élude toujours ce qu'il fait pendant qu'il sort. Voilà. Il va se garer là. Bon, c'est bon. Garde-toi, je vais le suivre. Sans jamais le quitter des yeux, il suit l'homme à distance respectable. Objectif, déceler le moindre indice qui pourrait laisser supposer un rendez-vous galant. Dès qu'il le peut, Pierre transmet ses impressions par micro à sa collègue. Il ne se passe absolument rien, il ne semble attendre personne. C'est le calme plat, voilà. Une demi-heure à la terrasse du café, personne ne semble rejoindre l'homme. Les détectives attendent. Et c'est reparti en voiture, toujours à vue, pour ne rien rater de ce que fait l'homme surveillé. Bon, il a passé un coup de téléphone 2 minutes. C'est lui qui l'a passé le coup de téléphone. C'est lui qui l'a passé? Ouais. À force de faire des filatures, Pierre a bien compris les informations qu'attendent ses clients et elles sont différentes suivant leur sexe. Alors, la jalousie féminine, c'est surtout par rapport au physique, à l'âge de la maîtresse. Imaginer de la maîtresse, si elle veut savoir comment elle est, si elle est mieux qu'elle. Donc en fait, c'est le conte de Blanche-Neige. Beau miroir, suis-je toujours la plus belle? Alors que l'homme, lui, va s'intéresser surtout au statut social de son rival. Voilà, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il travaille, qu'est-ce qu'il a comme voiture, qu'est-ce qu'il a comme maison. Ça sera beaucoup plus matériel. Il sort sa carte de parking, ça veut dire vas-y, c'est bien. Attends. Voilà, je suis posé. Et la filature se poursuit à pied. Là, au coin de la rue, c'est peut-être enfin un lieu de rendez-vous pour l'homme surveillé. Il est passé devant des sex shops sans même y prêter attention. Il semble être devant une bijouterie. Il a juste regardé la vitrine 2 minutes et il repart. Finalement, c'est dans un cinéma que l'homme surveillé rentre. Mais y sera-t-il seul? Pierre doit savoir. Il le rejoint très vite et assistera à la première demi-heure du film. Bilan de cet après-midi de filature, rien à signaler. Ça fait, on nous a baladé toute la journée depuis 3 heures de l'après-midi. Là, il va rentrer tranquillement chez lui à 19h après avoir fini son film d'action. Pour Pierre, c'est l'heure de faire le compte-rendu à sa cliente qui a dépensé 240 € pour tout savoir de l'après-midi de son mari et du film qu'il a vu au cinéma. Donc apparemment toujours rien et aucun signe. Mais vous êtes sûr qu'il n'est pas sorti par une autre sortie après et que vous ne l'avez pas vu et qu'il a rejoint quelqu'un pendant ce temps-là? Le sergent qui respire, il faut bien qu'il serve à quelque chose. Ça me paraît bizarre, il faut payer une chambre d'hôtel en argent liquide, je sais pas, il accorde pas des femmes et... Non, justement. Des serveuses.
Justement, non, le nez dans ses journaux et il ne regarde absolument pas les femmes passer. S'il avait rendez-vous avec quelqu'un, je pense qu'il l'aurait vu tout de suite, il aurait passé l'après-midi avec. Ça fait des mois qu'il ne se passe rien entre nous, il est soi-disant fatigué, il n'a pas envie. Je suis vraiment persuadée qu'il y a quelqu'un, peut-être que je me fais des idées, mais toujours, c'est vrai que j'aime pas que quelqu'un le regarde, j'aime pas que. Je suis pas jalouse, c'est vrai, mais si vraiment vous faites une télévision dans le week-end et qu'ils font tout le bien, il faudra que je vous fasse une raison. D'accord, voilà. Au revoir madame. Voilà. Donc être absolument sûr qu'il n'y ait vraiment rien. Et donc elle ne sera jamais sûre qu'il n'y ait vraiment rien. Voilà, c'est des histoires sans fin. Il y a ceux qui font appel à un détective privé et ceux qui le font eux-mêmes. Cette surveillance quotidienne, c'est ce qu'a subi Isabelle, 36 ans, qui vit dans un pavillon de la région parisienne. Contrôle de ses tenues vestimentaires, fouille en règle de ses sacs à main, de son ordinateur ou harcèlement téléphonique pour surveiller ses horaires. La jalousie de son compagnon est devenue obsessionnelle, un enfer de plusieurs mois avant la rupture. Moi, je supportais plus et j'avais même plus envie de rentrer chez moi. Je préférais traîner au boulot. Même être dans les bouchons, ça m'arrangeait parce que tant que j'étais dans les bouchons, je le voyais pas. Au revoir. Sa liberté, Isabelle commence à la retrouver avec ses copines. Ici, c'est avec Nadine qu'elle vient chercher le dîner, des pizzas. Et ensemble, sur le chemin du retour, elles se souviennent de l'espionnage permanent de l'ex-compagnon d'Isabelle. Isabelle, tu te souviens quand il était caché là? Ah oui, c'était là, oui. En bas de chez toi, juste avant. Sa voiture était cachée sur la droite et il nous attendait. Il attendait savoir si je rentrais bien avec Nadine. C'était pas la première fois, j'ai déjà trouvé là en bas. En bas de chez vous? Ah oui. Qu'est-ce qu'il faisait en bas de chez vous? Il devait surveiller en fait, il regardait nos allées-venues. C'est pas une vie, c'est être prisonnière, c'est être surveillée sans arrêt et on vit plus, quoi. On perd un peu de sa personnalité et beaucoup de sa liberté. Ce soir, Isabelle reçoit ses amis et ses collègues. C'est la première fois depuis longtemps car son compagnon refusait qu'elle reçoive à la maison. Bon, là, on va porter un toast. À ma vie de célibat. Désormais célibataire car la séparation est devenue la seule solution pour elle. La rupture a eu lieu il y a 3 mois. La jalousie a fait que les sentiments sont partis petit à petit, quoi. C'était trop, je me rendais compte que je ne pouvais pas vivre avec une personne qui était comme ça, c'était invivable et impossible. C'était de jour en jour, c'était de pire en pire. À parler moins, quoi. Bah, avant, elle était triste, quoi. Quand elle allait au boulot, elle était pas bien. Et ça faisait mal. Non, mais c'est vrai. Ah, tu revis, hein. C'est vrai que ça fait plaisir. Mais la rupture n'a pas tout réglé. Son ami a alors franchi une nouvelle étape dans sa jalousie obsessionnelle. Et après, je crois que c'était encore plus infernal que la vie que j'avais avec lui, puisqu'après, il allait questionner mes amis. Et je pense qu'il m'espionnait, puisqu'il a dit à un ami à moi qui me surveillait, que le soir, il passait dans ma rue, savoir s'il y avait ma voiture, savoir s'il y avait de la lumière chez moi, savoir avec qui j'étais. Et l'étape suivante, ce fut même des menaces, pendant quelques semaines. Après notre séparation, quand il m'appelait, et ce jour-là, il m'a dit que il avait plus peur de la mort, il avait perdu la vie quand il m'avait perdu, et la personne qui m'approcherait, qui lui prendrait sa femme, elle allait mourir. Et quand la jalousie maladive dépasse les simples menaces, pour ceux qui la subissent, le risque, c'est que cela se termine à l'hôpital. Pavillon des urgences à Aulnay-sous-Bois. Ici, chaque semaine sont admises 2 à 3 victimes de la jalousie, le plus souvent des femmes. Ça pique ou ça brûle? Victime de la jalousie, parce que poussée à l'extrême, elle est souvent à l'origine de violences conjugales. Il est 22h un dimanche soir. Cette femme mariée depuis 10 ans vient pour la 2e fois en quelques mois. Après des cocards au visage, aujourd'hui c'est pour des coups sur le bras et dans le ventre. Les coups, toujours la violence. Tout le temps ça crie, tout le temps. J'ai reçu des coups, j'ai le bras qui n'arrive plus à se plier, j'ai mal là, j'ai l'œil qui me fait mal. Et pourquoi? Pourquoi ça déclenche?
Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quelque chose? Il veut te contrôler. Il veut te contrôler. Il est très jaloux. Pour vérifier, pour contrôler. Il est très jaloux, il est jaloux. La jalousie, pourquoi? Qu'est-ce que c'est à cause de quelque chose? Pour les docteurs Krottenberg et Pecot qui travaillent justement à l'hôpital d'Aulnay, la jalousie, quand elle atteint ce degré-là, est une vraie maladie. La jalousie n'est pas une maladie mentale, mais elle peut devenir une maladie mentale. C'est-à-dire qu'elle peut s'inscrire dans ce qu'on appelle un délire paranoïaque passionnel, où en effet, la personne qui souffre de ce délire va être obsédée en permanence par des intuitions délirantes, des interprétations délirantes. Certaines femmes ne supportent pas cette pression et peuvent développer une symptomatologie dépressive avec parfois malheureusement des tentatives de suicide. Mais plutôt que de soigner les douloureuses conséquences de la jalousie, on peut aussi en traiter les causes, mais ça c'est plus difficile. Paul, 28 ans, fait partie de ces jaloux maladifs qui en sont conscients, qui en souffrent. Depuis 5 ans, ce jeune cadre parisien fait vivre un enfer à son épouse. Les symptômes sont classiques. Vérification du téléphone portable d'une manière assez fréquente. Fouiller éventuellement dans l'agenda, papier, etc. afin d'essayer de me rassurer. Aujourd'hui, Paul ne supporte plus cette situation qui gâche la vie de son couple. C'est une souffrance quotidienne. Il se manifeste par des sautes d'humeur, des problèmes comportementaux, agressivité. Alors, comme dernier recours pour sauver son couple, il a décidé d'entreprendre une thérapie. Aujourd'hui, je me sens un petit peu obligé et mon épouse m'a surtout poussé, je dirais, à aller voir ce psychothérapeute afin de pouvoir me sortir de cet enfermement psychologique. Vous allez concentrer toute votre attention sur vos mains à travers votre ventre qui s'élève et qui s'abaisse suivant le rythme de votre respiration. Une fois par semaine, il se rend au cabinet de Stéphane Zerman dans le 8e arrondissement de Paris. Pendant ce temps-là, vous allez imaginer une bulle. Ce psychothérapeute pratique ici l'hypnose. Vous êtes avec votre amie, celle que vous aimez. Et vous sentez cette confiance en elle, dans cet amour réciproque. Vous vous sentez calme, très calme. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas ressenti ce calme intérieur. C'est un lieu dans lequel vous pouvez enfin prendre le recul nécessaire. Ce fameux recul qui vous permettrait de laisser cette jalousie à son état de toute petite bille minuscule. La base de cette thérapie, travailler avant tout sur l'estime de soi. Le manque de confiance, c'est le problème de tous les jaloux. Vous pouvez la contrôler en laissant cette confiance en vous grandir encore. La séance d'hypnose va durer un quart d'heure. Laissez cette confiance grandir en vous. C'est comme si elle s'installait dans tout votre corps. L'idée, c'est pas de guérir de la jalousie, l'idée, c'est de savoir se remplir d'autres choses, de valeurs plus positives et de savoir relativiser ce qui auparavant encombrait totalement le champ de votre réalité. Pour Paul, ce sera 6 mois de séance hebdomadaire d'hypnose. Il sait qu'on ne guérit pas de la jalousie, on apprend juste à l'apprivoiser. Aujourd'hui, il voudrait avoir la certitude d'être aimé. Pour cela, il aimerait bien détecter des signes de jalousie chez son épouse. Je suis dans l'attente d'une autre forme de jalousie en face de moi qui me prouverait que la personne ait des sentiments. Alors c'est très paradoxal, c'est intéressant là. C'est-à-dire que la preuve d'amour que vous recherchez, c'est finalement l'intérêt que l'autre pourrait vous porter à travers une jalousie telle que vous la projetez sur la personne. Complètement. Bien souvent, en effet, les jaloux aimeraient donc que l'être aimé soit lui aussi jaloux. Revoilà Aurélie, notre apprentie comédienne, l'amie de Grégory. Le rendre jaloux, c'est bien à elle aussi son attente. Élève au cours Florent, elle doit aujourd'hui jouer l'amoureuse. Regarde là. Souviens-toi de la nuit passée avec elle, de ton rapport à elle, à son corps, à sa féminité. Voilà. Plus loin, plus sincère. Vis-le l'amour, là tu me joues. Un vrai baiser, pas une... Ce baiser, son tout premier baiser de théâtre, c'est le premier à un autre que Grégory depuis qu'ils sont ensemble. Elle lui annonce aussitôt la nouvelle par mini-message, comme il se doit. Après cette annonce, sera-t-il jaloux? Elle le craint, mais elle l'espère tout à la fois.
Mais ça rendait bien. Ça rendait bien. En plus, il n'a pas été de main morte. La première fois, ça faisait faux, c'était petite carré. Ouais, non, mais en plus, Rinaldo, vas-y, moi j'avais les lèvres comme ça. Et aussitôt le cours achevé, Aurélie s'empresse d'aller retrouver Grégory. Embrasser un garçon. Ouais, c'est lui qui m'a embrassé, c'est pas pareil. Vous étiez deux. Oui, mais non, bah moi j'étais mal et puis voilà quoi. Je suis conscient que c'est là-dedans, enfin j'étais au courant donc. Après je fais confiance, c'est que du théâtre. Et oui, pas de chance pour Aurélie, tout le monde ne devient pas jaloux.